À la une de l'actualité, Ali Bongo Ondimba fait citoyen d'honneur et chef traditionnel hier. Il est désormais de la génération Doubo. Son nom a tient Ake Amafon. Toute la cérémonie dans quelques instants. Les conducteurs de poids lourds engagent le combat contre la surcharge. Pour faire passer le message, une campagne de sensibilisation lancée au corridor de Yopougon-Jesco. Et puis dans ce journal, nous allons nous intéresser à la lutte contre la dégradation du littoral. Bienvenue à tous. Ali Bongo Ondimba fait citoyen d'honneur et chef traditionnel hier par le district d'Abidjan. Son nom à Tchan est Ake Amafon. Le président gabonais a aussi reçu un livre retraçant l'histoire de la ville d'Abidjan. On fait le point avec Alvorassa. Deuxième jour de la visite d'État du président du Gabon, Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, il est à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il a été reçu à l'hôtel de ville d'Abidjan par le gouverneur du district, Robert Begremambé, ses conseillers et les maires des communes du district. Robert Begremambé a rappelé les belles relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, à travers les présidents Félix Houphouët-Boigny et Léomba, Félix Houphouët-Boigny et El Adjaouma Bongo, et aujourd'hui entre les présidents Alassane Ouattara et Ali Bongo Ondimba. Et la coopération que nous envisageons de développer s'articulera autour des thèmes favoris de développement. S'entend développement au plan des activités socio-économiques, développement au plan des activités culturelles, développement au plan des activités de loisirs, développement en vue de rendre nos deux capitales attractives. Il a ensuite remis au président gabonais Ali Bongo Ondimba la clé de la ville d'Abidjan, le diplôme de citoyen d'honneur et des livres qui retracent l'histoire du district. Et enfin, le président gabonais a été fait chef traditionnel à Tchan avec pour nom Ake Amafon. Le président Ali Bongo Ondimba a son tour apprécié les fortes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il entend travailler davantage pour le rapprochement des deux pays et surtout pour le rapprochement des villes d'Abidjan et de Libreville. À travers ce geste, je me sens donc investi de la lourde mission de la conservation des valeurs profondes de mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas, mesdames et messieurs, c'est que souvent, mes rencontres avec le président Houphouët-Boigny étaient redoutables parce qu'il faisait partie de ces rares personnes à qui le président Omar Bongo Ondimba demandait de me remettre dans le droit chemin lorsque je m'en éloignais. Vous pouvez compter, monsieur le gouverneur, sur le fait que je travaillerai dans le sens aussi de plus grand rapprochement entre nos deux capitales. Rappelons pour terminer que la visite d'État du président Ali Bongo Ondimba au chef Ake Amafon en Côte d'Ivoire prend fin ce vendredi. Et justement, le président gabonais quitte la Côte d'Ivoire cet après-midi. Hier, il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national ivoirien par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. C'était à la faveur d'un dîner offert en son honneur au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel d'Ivoire. Ali Djarasouba. Vive la République gabonaise, vive la République de Côte d'Ivoire. Levée de verre des présidents ivoiriens et gabonais pour un toast. Quoi de plus symbolique pour matérialiser la parfaite harmonie des rapports entre Abidjan et Libreville. Au deuxième jour de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, un dîner a été offert à Ali Bongo Ondimba au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire ce jeudi. Dîner au cours duquel lui et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont salué la cordialité des rapports qui unissent les deux pays. Je me félicite du niveau actuel des échanges commerciaux entre le Gabon et la Côte d'Ivoire qui sont passés en 2013 à plus de 400 milliards de francs CFA, 10 fois plus que par le passé, il y a seulement 5 ans. Je souhaite qu'ils s'améliorent et se diversifient davantage au regard des énormes potentialités en ressources naturelles, en produits manufacturés et en services dont disposent nos deux pays. Je me félicite de notre totale convergence de vues
sur bien des questions d'intérêt commun et de notre volonté de poursuivre nos contacts en vue de former un axe majeur des relations Sud-Sud. Car plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de compter sur des États amis, au premier rang desquels figure naturellement le Gabon. Cette visite officielle est à mon sens l'illustration parfaite de la cordialité et de la profondeur des liens d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays. Monsieur le Président, la visite officielle que j'effectue dans votre beau pays s'inscrit dans la droite ligne de nos illustres prédécesseurs. Elle traduit résolument la manifestation de notre volonté commune de poursuivre la construction d'une coopération que nous souhaitons plus agissante entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Elle atteste en outre de notre volonté de hisser à un niveau supérieur nos relations économiques et commerciales à la hauteur des liens politiques et diplomatiques que nous avons su tisser. Au cours de ce dîner, Ali Bongo a aussi eu l'occasion de découvrir le patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire à travers chants et danses du terroir. Autre fait marquant, le président gabonais a été élevé dans la dignité de Grand Croix de l'Ordre national, la plus haute distinction honorifique dans l'Ordre national ivoirien. Un honneur qui révèle, une fois de plus, l'importance de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. La visite officielle de 3 jours en Côte d'Ivoire du président gabonais prend fin donc cet après-midi. Un forum consultatif des acteurs de la filière engrais se tient à Abidjan. Ce forum vise à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Forum organisé par le programme Engrais pour l'Afrique de l'Ouest. Sephora Zegui et Adama Kone. Le premier forum des acteurs de la filière engrais en Afrique se tient à Abidjan du 26 au 28 novembre. Objectif, améliorer la disponibilité et l'accès aux engrais en vue d'accroître leur utilisation. C'est que l'agriculture africaine souffre d'une faible utilisation de l'engrais par les paysans. Le volet modernisation de notre agriculture est un pilier important du programme national d'investissement agricole, le PNIA. Donc cette modernisation passe par un certain nombre d'amélioration des facteurs de production dans les semences, les engrais et les produits phytosanitaires. Nous avons réalisé une étude il y a 2 ans qui a montré que malheureusement on avait dans certains pays jusqu'à 80% des engrais qui ne répondaient pas aux standards de qualité, soit par le poids des sacs, soit par la composition des engrais qui sont contenus. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là, pour accompagner le ministère de l'Agriculture et le secteur privé à faire en sorte que la qualité des engrais soit là. Les acteurs du secteur des fertilisants s'engagent à produire de l'engrais de qualité et à le rendre plus accessible aux producteurs. Le producteur final qui utilise, il ne connaît pas les engrais, il achète les qualités des sacs juste par image, il ne sait même pas ce qu'il y a écrit dessus. Donc ce qui permet de donner notre avis afin de développer ce secteur qui est quand même important et de ne pas utiliser les engrais dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel type de sol. Le forum d'Abidjan revêt une importance capitale pour la Côte d'Ivoire qui fait partie des 6 pays consommant plus de 70% du total des engrais en Afrique de l'Ouest. Il va permettre d'examiner les fonctions clés de la chaîne d'approvisionnement, de définir les normes de qualité et d'améliorer les mécanismes de livraison. La surcharge dégrade les routes. Pour lutter contre le phénomène, les conducteurs de poids lourds adhèrent au paysage routier. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation à l'endroit des autres conducteurs. C'est une initiative du Conseil national des organisations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Les détails avec Francis Boifo. Non, hors gabarit. Non, hors gabarit. Surcharge, c'est un danger pour la route. Non à la surcharge, oui au paysage. C'est une initiative du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Les transporteurs invitent au respect des charges maximales de tonnage autorisées sur les routes. C'est ce qui dégrade l'état des routes. Quand c'est comme ça fatigue le chauffeur lui-même sans compter le véhicule. Donc vraiment, on est contre
contre les surcharges. Depuis le 18 novembre dernier, l'État a inauguré le poste de paysage situé sur l'As Abidjan-Yamoussoukro pour éviter la dégradation des routes. Sont concernés par le paysage les camions dont les poids varient entre 18 et 36 tonnes. En cas de surcharge, l'amende est de 4 000 francs CFA par tonne pour le trafic national et de 11 000 francs CFA pour le trafic international. Et cela conformément aux dispositions arrêtées par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette campagne de sensibilisation des syndicats membres du Conseil national des organisations de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire sur le paysage va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. La Marine nationale a arraisonné 4 bateaux. Ces bateaux ivoiriens chinois en situation illicite pêchaient dans les eaux maritimes ivoiriennes, conduits à la base navale d'Abidjan. Les responsables encourent des peines d'emprisonnement. C'est le bateau patrouilleur émergence de la Marine nationale qui a permis de repérer ces navires. Le témoignage de Francis Boifo. Petite base de la Marine nationale au plateau. Sur le quai, 4 chalutiers, 2 battants pavillons ivoiriens et 2 autres venus de la République populaire de Chine. Des bateaux arraisonnés depuis le mercredi 26 novembre par un patrouilleur de la Marine nationale. La raison, pêche dans les zones de reproduction du poisson et défaut d'agrément. Le ministre chargé de la Défense et le ministre des Ressources animales et halieutiques sont venus faire le constat. Aujourd'hui, nous sommes présents sur les eaux et cela nous a permis donc de les arraisonner. D'abord, tout ce qui a été pêché va être mis à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Du poisson, mais surtout des espèces interdites comme le dauphin. 4 navires, mais des risques pénals différents. Nous avons des textes qui nous permettent d'arraisonner les bateaux qui viennent de façon illégale pêcher dans nos eaux. Quand pareille chose arrive, on doit payer entre 100 000 francs et 50 millions de francs CFA. Et je disais que toutes des infractions. Occasion pour les autorités de lancer un appel. Qui se mettent à jour vis-à-vis de la réglementation et aussi qu'ils respectent, n'est-ce pas, nos eaux et qu'ils n'aillent pas au-delà. D'ailleurs, je note au passage que la mission a dû rencontrer des petits pêcheurs qui étaient autour des plateformes. Donc on les invite vraiment à ne pas rééditer ces types de comportements. Un appel au civisme, le secteur de la pêche maritime ayant par le passé souffert d'un certain manque d'organisation. Et c'était là la visite terrain du ministre chargé de la Défense et du ministre des Ressources animales. C'était un élément de Franck Quadio. Et puis la dégradation du littoral, une préoccupation pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour lutter contre le phénomène et œuvrer pour sa gestion efficace à travers un projet de loi. Un atelier de réflexion se tient à Abidjan. Éric Goré. Les préfets de région, de département, les maires des communes du littoral et les techniciens de l'environnement prennent part à cet atelier de réflexion en vue de valider l'avant-projet de la loi sur la gestion du littoral ivoirien. Ces tests vont contribuer efficacement à la protection du littoral. Le colonel Dibinian Martin, directeur général du SIAPOL, a invité les participants à s'impliquer pour l'enrichissement du document qui comporte l'avant-projet de loi. Vos contributions sont très attendues pour enrichir et améliorer cet avant-projet de loi. C'est vous qui vivez au quotidien les réalités du littoral. C'est également vous qui êtes en contact avec les populations et connaissez mieux leurs préoccupations. Ala Quadio Remi, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le gouvernement ivoirien agit pour la protection du littoral et des populations. Sur instruction de M. le Président de la République, un comité interministériel a été créé. Ce comité interministériel a pour mission de proposer et de conduire les études relatives à l'érosion côtière et à la protection du littoral, d'identifier toutes les mesures correctives et préventives dans le cadre d'un plan d'action national de lutte contre l'érosion côtière, de délimiter sur tout le littoral les zones non constructibles et non habitables. Ce projet de loi est un outil juridique pour encadrer les activités et maintenir les équilibres environnementaux.
La gestion du parc national de Taï et sa sauvegarde au centre de la rencontre du comité de gestion locale de ce patrimoine mondial. Le comité est allé sur le terrain pour s'imprégner des activités menées. Commentaire, Honorine Ngori. Le comité de gestion locale du parc national de Taï est une émanation du conseil de gestion de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour le préfet de la région du Cavali, Messamba Kone, ce comité est un organe consultatif qui donne son avis et formule des suggestions pour une meilleure gestion de ce site. À cette rencontre, le préfet a invité toutes les parties, autorités administratives, politiques et populations des régions riveraines du parc national de Taï à des échanges francs, constructifs et fructueux afin de mieux examiner les sujets soumis à leur analyse. Toute chose qui permettra au comité de proposer des recommandations pour aider à l'atteinte des objectifs fixés aux gestionnaires du parc. C'est ainsi que le commandant Abdoulaye Diarra-Souba a présenté successivement le bilan des activités du 3e trimestre de l'opération de récupération des zones occupées par les cultures et l'état d'avancement de la sécurisation foncière du patrimoine de la direction de la zone sud-ouest. Les participants, quant à eux, ont proposé des stratégies susceptibles de contribuer efficacement à la conservation durable du parc national de Taï. Le comité de gestion locale a encouragé les gestionnaires du parc à poursuivre leurs efforts. La France décaisse 850 millions de francs CFA pour financer 10 projets de recherche en Côte d'Ivoire. Les domaines concernés par ces projets sont la santé et la biotechnologie. Alors, un séminaire de formation a été initié à l'attention des 10 groupes porteurs de projets. Le reportage de Francis Boifon. Les 10 projets de recherche financés par la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D s'élèvent à 850 millions de francs CFA. La réalisation de ces projets devrait améliorer le quotidien des Ivoiriens. L'exemple de la lagune d'Adjien située dans la commune de Benjerville. On vise à terme donc de proposer un procédé de traitement de cette lagune-là afin de pouvoir éventuellement la mettre à la disposition de la population pour pallier donc au problème de l'eau potable à Abidjan. Dans le domaine de la santé, les chercheurs étudient la possibilité de lutter contre le paludisme par les pratiques sociales et la résistance. En fait, il s'agit dans ce projet-là de comprendre les phénomènes de résistance que le parasite et les moustiques, qui sont vecteurs du paludisme, développent aux différents outils qui sont mis à la disposition des populations, comme les moustiquaires imprégnés, comme l'asphyxie intradomiciliaire, comme les médicaments qu'on utilise pour traiter le paludisme. À la fin du projet, il serait intéressant qu'on puisse avoir des résultats à proposer au programme national de lutte contre le palu pour améliorer les outils. Les groupes de chercheurs, composés d'Ivoiriens, de Français et des membres du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, bénéficient de l'encadrement de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. À l'ouverture du séminaire sur la gestion des projets, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamia Kona, est revenu sur la nécessité de développer la Côte d'Ivoire par la recherche. 1000 emplois bientôt pour les jeunes. Une convention a été signée à cet effet par la plateforme de services pour financer les activités dans 18 communes cibles dans le cadre du projet TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, remise de chèques avec Adama Kamagate et Gabriel Zani. 1000 jeunes de 18 communes pilotes du projet Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO ont désormais un emploi. La convention qui le permet a été signée le vendredi 21 novembre entre la plateforme de services Côte d'Ivoire et ses partenaires. La convention porte sur la somme de plus de 350 millions de francs CFA. Un geste de grande portée selon le secrétaire exécutif de la plateforme. À travers donc cette convention, nous transférons les ressources aux plateformes de services locales qui sont déjà en train de mettre en œuvre d'autres projets pour pouvoir mener les activités prévues dans le cadre de ce projet, notamment le recrutement des jeunes, leur formation, leur mise en activité, leur accompagnement à la création d'activités génératrices de revenus pour pouvoir opérer l'insertion durable de ces derniers. Pour la plateforme de services, ces actions permettront aux différentes communes et localités d'améliorer leur cadre de vie
et les conditions de vie des populations. Les plateformes locales sont optimistes quant à l'avenir du projet. Les TIMO sont principalement des travaux qui concernent l'élagage des routes, la gestion des ordures ménagères et les travaux d'assainissement. Cette convention est la première phase du programme d'appui à l'emploi des jeunes. Et dans le cadre de leur réinsertion, 1000 ex-combattants ont fini leur stage. Ils étaient en formation au centre de resocialisation de Kwasi-Ndawa dans le département de Bondoukou. Ils viennent de recevoir leur attestation. Les ex-combattants ont pris l'engagement d'être des ambassadeurs de paix et de réconciliation. Norbert Seyi et Thérèse Tapeyobwe. Venus de divers horizons de la Côte d'Ivoire, ces 1000 ex-combattants ont appris à se connaître et à fraterniser. Ils ont également bénéficié de cours de comptabilité simplifiée, de marketing-vente, d'entrepreneuriat et de gestion associative en vue de réussir leur projet. Cette formation vise notamment à les aider à rompre avec leur passé et à choisir leur activité future, ainsi qu'à réacquérir les fondements du comportement citoyen et de la vie en société. Le responsable du centre de Kwasi-Ndawa a demandé aux ex-combattants de se considérer désormais comme des hommes d'affaires et à être des ambassadeurs des valeurs apprises au centre de resocialisation. Des ex-combattants encore hésitants ont été invités à s'inscrire dans ce programme afin de bénéficier des projets qu'offre la DDR. Le chef de bureau régional a affirmé la volonté de sa structure de tout mettre en œuvre pour tenir ses engagements, notamment la réintégration de tous les ex-combattants resocialisés au plus tard le 30 juin 2015. Le préfet de la région du Gontougo a lui encouragé les stagiaires à être des modèles et à être rigoureux dans la gestion de leurs activités. L'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion dispose de 6 centres de resocialisation en Côte d'Ivoire, dont celui de Kwasi-Ndawa dans le département de Bondoukou. 3 jours durant, Abidjan était la capitale africaine du numérique. Africa Web Festival s'y est tenu du 24 au 26 novembre dernier et c'était précisément à l'espace Latry Event. Le public venu nombreux aura participé à une série d'activités de promotion du numérique, nous dit Christelle Mélan. Africa Web Festival, le premier festival numérique africain, referme les portes de sa première édition. Édition couronnée de succès, un trafic quotidien de près de 2000 visiteurs à l'affût de connaissances sur le numérique. Du numérique vu par et pour l'Afrique, ce nouveau lieu annuel d'interactivité et de brassage autour du numérique a réuni divers publics, étudiants et professionnels, jeunes et plus âgés. Avec ce festival, j'ai appris à connaître, à découvrir des métiers du web que je ne connaissais pas et apprendre certaines choses sur le web que je ne connaissais pas. On a besoin de ces gens de festival pour parler à travers les images, nous les amateurs, nous les étudiants. Ateliers, conférences, tables rondes, expositions, visioconférences ont meublé le programme sur des thématiques variées et proches des problématiques africaines. Nous pensons modestement que durant les 3 jours, les questions de l'heure ont été abordées, entre autres, faire du numérique le véhicule approprié de la culture africaine, réduire le fossé entre la ville et la campagne, aller à l'émergence par le biais du numérique. À côté de ces activités, des concours de fiction et applications web auxquels ont participé amateurs et professionnels. Il s'est agi pour les organisateurs de récompenser les 16 meilleurs de ce bouillonnant vivier numérique et audiovisuel africain. Que les autres jeunes voient qu'on peut les accompagner dans ce qu'ils font et qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut créer et il faut chercher à être accompagné. Il y a beaucoup d'enjeux autour du numérique. Il y a d'abord la création d'emplois et puis ensuite, quelque chose de capital, c'est que nous devons réfléchir comment on va consommer le numérique. L'Afrique qui s'approprie le numérique et qui entend ne pas rater cette autre grande révolution mondiale. Un enjeu de taille dont ont aussi conscience les autorités gouvernementales qui ont soutenu l'événement. Découvrez le virage numérique africain, c'était le thème de cette première édition. Africa Web Festival 2014, fin du décodage, rendez-vous l'année prochaine. Lancement officiel de la 3e édition du Grand Jury de la publicité africaine, une cérémonie de distinction des professionnels de la publicité. L'édition 2015 est prévue pour mars 2015. Le thème est la création publicitaire, levier de croissance économique. Baraki Sabamba et Moussa Konaté.
La publicité, elle a pour but d'inciter le public à acheter ou à consommer un produit. Cependant, le secteur est miné par le manque de rigueur, l'existence d'amateurs et de clandestins. C'est pour promouvoir le professionnalisme dans le métier qu'est né le grand jury de la publicité africaine, GJPA. Cette plateforme de distinction des professionnels du secteur de la publicité est à sa 3e édition avec pour thème la création publicitaire, levier de croissance économique. Le GJPA est constitué de 2 concours. Le concours de la meilleure publicité africaine, c'est le concours que nous faisons habituellement. Et cette année, nous avons décidé d'ouvrir, comme on appelle, un concours qui est spécialement adressé aux élèves et étudiants des écoles et universités africaines. Ce que nous avons constaté, que les agences non agréées au CSP ou bien des non-professionnels prenaient un peu le pas sur les agences agréées, ce qui tuait un peu le métier, le secteur de la publicité. La promotion du professionnalisme et de la qualité dans le secteur de la publicité, une initiative appréciée par les acteurs. C'est une excellente initiative qui permet non seulement à toutes les agences de faire valoir leur savoir-faire, la qualité et surtout la créativité qui sera mise en avant lors de cet événement. Ce concours du grand jury de la publicité africaine se tiendra le 7 mars prochain. Un concours qui vise à consolider et à préserver les acquis du paysage publicitaire africain. Dans le domaine de la santé, le lavage des mains, un geste simple mais qui sauve. Les tout petits du centre de protection de la petite enfance du centre pilote de Cocody, sensibilisés sur les règles d'hygiène. L'initiative est de l'ONG Santé d'abord. À Mississauga, Christelle Nda. Petit est déjà sensibilisé sur les règles d'hygiène. Sketch, poésie, chant, ces enfants du préscolaire apprennent les notions d'hygiène tout en s'amusant. L'initiative est de l'ONG La Santé d'abord, en collaboration avec le CPPE, le Centre de protection de la petite enfance de Cocody. Le matin, quand ils arrivent, après l'accueil, ils se lavent les mains. Après chaque activité, les enfants se lavent les mains. Nous avons le retour des parents, parce qu'un jour, il y a un parent qui nous a dit qu'il est arrivé, sa nounou était en train de piler. Donc, il ne s'est pas lavé les mains, il avait faim, il voulait prendre un morceau d'igname. Et l'enfant lui a dit, papa, il faut te laver les mains d'abord, il y a Ebola. L'hygiène doit être une culture. Pour intérioriser cette culture, il faut commencer par les tout petits qui doivent comprendre le message, qui doivent appliquer les gestes et grandir avec. Selon l'ONG La Santé d'abord, la sensibilisation sur les notions d'hygiène corporelle, alimentaire, vestimentaire et environnementale est un moyen efficace de lutte contre le paludisme, la fièvre typhoïde, le choléra et la diarrhée. La diarrhée qui est à elle seule responsable de la mort de 1 500 000 enfants chaque année dans le monde, selon l'OMS. Du football pour terminer, le COE Sport de San Pedro sera opposé demain au club égyptien de Al Ahly en finale allée de la Coupe de la Confédération au stade Robert Champrou de Makori. En préparation depuis quelques semaines, le COE Sport de San Pedro espère remporter la première Coupe africaine. On fait le point avec Salif Ouattara. À la veille de la finale allée de la Coupe de la Confédération qui l'oppose au Al Ahly d'Égypte, le COE Sport de San Pedro affiche un embonpoint psychologique. En témoigne le message brandi fièrement sur les maillots pour la circonstance. Face au Al Ahly d'Égypte ce samedi au stade Robert Champrou de Makori, les COEK ne vont pas en terrain inconnu. On les a affrontés en phase de poule, donc je pense que c'est un match comme tout autre, donc on le prépare sereinement. À 2 reprises, le COE Sport de San Pedro a déjà croisé sur son chemin le Al Ahly d'Égypte. D'abord le 8 juin au stade Robert Champrou, une rencontre soldée par un nul 1-1. Et le 15 juin, au stade Air Defense du Caire, victoire des Égyptiens 1-0. En conférence de presse, Rigo Gervais, distingué meilleur entraîneur du championnat ivoirien saison 2014, revient sur le parcours de son club en compétition africaine. Le petit poussé ivoirien qu'aucun autre club ne pensait croiser en finale. D'aucuns avaient dit au départ que cette équipe n'était pas assez forte pour arriver loin. Qu'elle avait eu beaucoup de joueurs qui étaient partis. Bon, on a constaté que c'est un grand club. On a pris 4 semaines pour pouvoir faire la préparation de la finale.
On a d'abord joué un tournoi à 4 contre le Stella Boisflé et puis Bassam. Déjà champion incontesté de la Ligue 1 ivoirienne depuis 3 saisons, le CE Sport de San Pedro veut ajouter à son palmarès une coupe africaine. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.